Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette séance donc, de notre séminaire DiscoursNet. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivia Folly. Et donc, je vais donner la parole à Marc Glady qui va présenter donc, Olivia et son travail. Très bien. Alors, Olivia nous l'a dit, elle est chercheuse au CEREC à Marseille depuis, je crois, la rentrée de septembre. Elle était, on l'a connue à Paris comme maîtresse de conférence au CELSA. Elle a créé un master en apprentissage qui s'appelait Conseil, Management et Organisation. Et puis, je l'ai personnellement connue en 2008 quand elle était en doctorat et le doctorat qu'elle a achevé en 2008 avec Norbert Alter à Paris-Dauphine. Sa thèse de doctorat porte sur la question de la plainte au travail. C'est de ça qu'elle nous parle aujourd'hui. Elle s'intéresse au langage, à l'organisation, à la santé au travail, le tout dans une perspective quand même de communication. Et cette thématique, elle l'infléchit en ce moment, je crois, par des travaux sur compétences et transition écologique, représentation et réalité, donc une autre direction de travail qu'elle emprunte au thème et au laboratoire dans lequel elle est aujourd'hui au CEREC. Voilà, donc on l'écoute aujourd'hui sur la question de la plainte, une approche ethnographique des paroles de plainte en organisation, présentation qui va s'appuyer sur l'ouvrage qu'elle a écrit aux éditions Archives contemporaines, qui est paru en 2022 et qui se titre « Les paroles de plainte au travail, des mots indicibles aux conversations du quotidien ». Voilà. Alors, à toi, Olivia, nous t'écoutons avec plaisir. Merci Marc pour cette introduction. Merci Christine pour le mot d'ouverture. Je vais commencer par partager mon écran pour vous faire part, pour ordonner un petit peu mon propos. Je vais m'appuyer sur un diaporama. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Parfaitement. Ok, super. Alors, je vais prolonger la présentation juste en quelques mots pour dire d'abord que je viens avec grand plaisir discuter avec vous. J'ai connu le séminaire dans une période très particulière, mais qui a fait aussi des petits miracles, ceux de la mise en lien et des décloisonnements entre les équipes. C'était en 2020, pendant le confinement, où on a découvert les rencontres en visio. Je me souviens de plusieurs échanges très ouverts sur le positionnement du séminaire et voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai pas pu énormément contribuer, suivre. Il y a quand même quelques séances qui m'ont marqué. Et puis, alors je viens modestement parce que je ne suis pas linguiste. Je suis docteur en sociologie. Marc a rappelé ce cursus réalisé effectivement à l'Université Paris-Dauphine sous la direction de Norbert Alter. On s'est connus. Je suis très contente de retrouver Marc Glady aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre. Par la suite, dans la foulée de ma thèse, j'ai été recrutée sur un poste en sciences de l'information et de la communication, ce qui effectivement a donné une orientation communicationnelle à mes recherches, comme le soulignait à juste titre Marc Glady tout à l'heure. Alors, ce que je vais proposer, c'est autour de l'ethnographie. J'avais envie, il y a un ouvrage à la clé, mais j'avais envie avec vous de discuter d'aspects plus de méthode ou d'approche. Voilà, une ethnographie, qu'est-ce qu'on peut dire sur les questions de parole au travail ou parole sur le travail à l'intérieur des organisations. Je me situe dans une approche assez micro qui s'intéresse de près aux interactions en contexte organisé. Et effectivement, ce travail a fait l'objet d'une publication. Alors, c'est le point d'origine, c'est la thèse de doctorat de 2008, donc on peut dire que ça remonte à loin.
Mais disons que c'est un travail dont la matrice théorique a été posée à cette époque-là et puis qui sinon a continué à se poursuivre dans mon esprit, puis au gré des rencontres avec les collègues, des séminaires, des articles, des publications, plein d'occasions de discussion qui m'ont permis de consolider ou d'ouvrir autrement les perspectives théoriques. C'est aussi 10 à 15 années 15 années plutôt, hein, au moment où la publication de l'ouvrage s'est décidée, d'enquêtes réalisées dans divers milieux professionnels. Donc, les rencontres que je faisais au gré de ces enquêtes, puis les rencontres aussi avec des professionnels à l'occasion de formations continues, de formation action, m'ont un peu rappelé l'intérêt du sujet pour les personnes qui étaient concernées, c'est-à-dire que cette question de parole de plainte, exprimer la plainte dans les relations de travail lors des interactions, c'est quelque chose qui est assez ordinaire et qui parfois est énigmatique. Donc ça fait partie des points que je développerai. Donc de fil en aiguille, l'opportunité de faire un ouvrage qui reprenne le travail initial et qui le consolide aussi a pu se concrétiser grâce à Joël Lemarec, que je salue ici, un professeur en sciences de l'information et de la communication, avec qui j'ai travaillé au GRIPIC, laboratoire qu'elle a dirigé pendant un temps et qui a réalisé la préface de l'ouvrage avec une très belle phrase d'ouverture que je partage avec vous. Écouter ne suffit pas pour enquêter sur le sens de ce qui est formulé. Donc, ça nous ramène à ces questions d'énonciation, de compréhension, de pratiques langagières qui nous sont chères. Alors, ce que je veux souligner encore, c'est que le titre de l'ouvrage souligne la perspective. Il s'agit des paroles de plainte, donc un objet langagier. Il souligne aussi toute une palette de cas de figure, des mots indicibles aux conversations du quotidien. Et alors, le positionnement, c'est de pouvoir mettre l'énonciation au centre, l'énonciation du mal-être en l'occurrence, puisque la focale concerne les plaintes, donc la mise en mots de ce qui va mal. Donc, s'intéresser à l'énonciation du mal-être et aux paroles de plainte dans un certain contexte lors des interactions, plutôt qu'aux causes du mal-être. Et ça, c'était assez original, au moins à l'époque où j'ai fait mon enquête initiale. Peut-être que ça l'est toujours, dans la mesure où regarder comment le mal-être se dit ou comment il ne se dit pas en organisation n'est pas forcément... ça peut être un point aveugle par rapport dans la thématique de la santé au travail, de la souffrance au travail. On peut s'intéresser aux causes, aux phénomènes organisationnels, tout ce qui peut faire cause de la souffrance, mais pas forcément à la manière dont tout cela se décèle et s'énonce, puisque ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de nous interroger sur la signification aussi des paroles de plainte, puisque le contexte, c'est un peu le corollaire, joue sur le sens de ce qui est énoncé. Donc, avec vous aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer donc plutôt des aspects ethnographiques, méthodologiques, avec des apports et des limites, et aussi inscrire tout cela dans la question de l'organisation. Donc, le milieu organisé, puisque Marglady le sait bien, il a beaucoup publié sur la question. Dire organisation, c'est parler d'un système de place, c'est parler de rapports sociaux avec des jeux de pouvoir, avec... des identités. Donc, c'est considérer les pratiques langagières dans une perspective de rapports sociaux. C'est un peu ça, moi, ce qui m'anime, que je vais présenter, discuter. Alors, est-ce que ça marche pour passer à la diapo suivante ? Apparemment, il y a un petit temps de latence. Ah, voilà. Donc, je vais évoquer avant de parler de la méthode, des résultats, la construction de l'objet de recherche, puisque tout cela s'est fait pendant
une période d'immersion en organisation. Période qui a mis au jour, a révélé l'énigme de la plainte et de sa signification à l'occasion d'une convention CIFRE. J'étais engagée pendant 3 années dans une grande organisation, alors je garde volontairement l'anonymat, c'est une organisation située à Paris qui était d'environ 15 000 personnes à l'époque et qui est en charge d'une mission régalienne. Donc, on n'est pas dans l'administration proprement parlée, mais quand même dans un univers qui est assez proche en termes de nature de l'activité, de conditions de travail, de gestion statutaire, de rapports hiérarchiques aussi. Et ce qui est apparu au cours des premiers mois de l'observation pendant cette convention CIFRE, c'était la prégnance des paroles de plainte. Alors, ce n'était pas du tout le sujet de thèse initiale, hein, mais voilà, l'approche parmi les doctorants de Norbert Alter était plutôt inductive et je constatais, je notais que la question de la plainte était très prégnante, mais en même temps, je ne voyais pas trop comment expliquer la prégnance de ces témoignages, assez ordinaires, alors dans les relations de travail, mais aussi dans les réunions, dans les scènes publiques, à la machine à café, ou des moments plus confidentiels, quand je partais déjeuner avec les uns et les autres. Donc, je vivais pleinement l'expérience de la salariée embauchée par la DRH, qui constate ce phénomène sans trop savoir quoi en faire, ce que je reprends aujourd'hui en disant « il se plaigne, mais de quoi souffre-t-il » et qui faisait énigme. Et puis, chemin faisant, il y a mon propre cheminement. J'étais mission, vous savez qu'en CIFRE, on a une mission à réaliser pour l'entreprise et j'écoutais les personnes au premier degré et puis je vivais moi aussi l'expérience en tant que salarié. Donc, je suis tombée sur cette question des émotions au travail et du sensible. À l'aune de ce qui revenait dans les témoignages des personnes. Hein. Donc, l'idée, là aussi, à travers ce que je présente, c'est de pouvoir prendre au sérieux ce qui est dit au premier degré, écouter. Voilà. Pour le dire autrement, il y a une plainte, il y a ces paroles qui sont présentes, mais va-t-on aller automatiquement à un regard en termes de souffrance, mal-être? Écoutons, voyons ce que ça donne, faisons varier, regardons les contextes dans lesquels tout cela s'exprime. Avant de statuer, faisons ce temps d'arrêt sur ce qui est dit au sens premier, la situation de communication, l'interaction. Et puis, en termes d'émotion aussi, c'est celle de la chercheuse au travail, la jeune chercheuse, la doctorante, qui a vécu en tant que salariée une épreuve dans les missions qu'elle avait à réaliser pour la DRH, épreuve qui l'a bousculée, qui lui a fait éprouver ce qu'étaient les normes de comportement attendues dans cet univers organisé. Expérience ordinaire pour tout salarié de cette organisation. Qui m'a rattrapée, hein, puisqu'il y a eu un conflit dans l'équipe où j'étais. Nous étions 4 personnes, 4 femmes, et l'impossibilité de faire résoudre ce conflit par notre responsable au-dessus qui a complètement ignoré la situation. Alors là, je le souligne en termes de déclic pour la construction d'un objet de recherche. Ce qui était finalement une épreuve personnelle très douloureuse, ça a laissé très loin en termes de symptômes pour les unes et les autres en santé au travail, a été considéré grâce au directeur de thèse et à l'équipe de l'atelier doctoral comme une pépite, hein, finalement, ce que je rapportais sur la plainte des agents qui était omniprésente et assez banalisée, finalement pouvait être considéré autrement sous un jour nouveau à l'aune de l'épreuve que je vivais moi-même, où finalement dire ce qui allait mal, rapporter des difficultés, était dans un premier temps ignoré, dans un deuxième temps sanctionné, puisque j'étais sanctionnée pour avoir dit avec
menaces de rupture du contrat, etc. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais disons, voilà, ça a fait mettre le doigt sur quelque chose qui était peut-être de l'ordre de la régulation sociale du système, perceptible à travers les interactions et les pratiques langagières, parce que c'est ça aussi qui, moi, m'interpellait beaucoup. Du coup, à partir de ce point de déclic, j'ai réalisé des lectures pour cheminer sur la question de la souffrance et de la plainte. L'idée derrière étant, toujours soufflée par le directeur de thèse, qu'il y a une différence entre souffrance et manière de dire sa souffrance, manière d'exprimer sa souffrance, qu'il y avait peut-être des choses à creuser, à déconstruire, à poser à ce sujet-là. Et puis, c'est là que s'est faite aussi la rencontre avec les travaux du réseau Langage et Travail, dont j'expliquerai tout à l'heure dans quelle mesure ils ont été particulièrement déterminants pour la conduite de cette recherche. Alors, j'en viens au point de cheminement. Tout d'abord, l'écart entre la plainte et la souffrance. Voilà, ce qui permet d'avancer pour comprendre cette énigme de l'expression langagière, des pratiques langagières de plainte, c'est déjà de bien prendre en compte l'idée que la souffrance est un affect, quelque chose de ressenti, de physique qui appartient à la personne, qui est son expérience intime, tandis que la plainte est une énonciation. Donc, partant peut-être du même ressenti, la plainte nous met dans un mouvement de verbalisation, d'énonciation à l'adresse d'un auditoire. Donc, la plainte n'est pas la souffrance, elle n'en est que l'expression, hein, que avec des guillemets. Mais du coup, cette perspective permet de faire le distinguo entre ce qui me heurte, ce que j'éprouve du point de vue intime et ce que je vais en dire à des interlocuteurs. Cette perspective permet de souligner que la plainte, c'est aussi quelque chose d'assez ordinaire hein, dans notre condition humaine, dans notre expérience quotidienne. Le fait de pouvoir dire, exprimer un sentiment de douleur ou un petit truc, « Ouh là là, ça va pas », c'est quelque chose d'assez banal. Mais on peut aussi le lire de manière beaucoup plus intense, poussée, dramatique quand on s'intéresse aux questions de santé au travail, où là, il y a des plaintes très chargées qui sont des révélateurs de souffrance assez forte. J'aime pas trop ce terme, mais bon, qualifier la souffrance. Bon, enfin, en tout cas, voilà, la plainte fait partie aussi de notre expérience en tant que personne dans la société. Distinguer les deux, c'est aussi dire il peut y avoir des souffrances indicibles. Je soulignais cela au sujet du sous-titre de l'ouvrage, c'est-à-dire des expériences qui sont tellement sidérantes, traumatisantes que le fait d'en témoigner est impossible. Et là, hélas, l'actualité nous le rappelle, les cas de maltraitance dans les familles, par exemple, les violences au travail, on peut aussi avoir de ça, des personnes qui sont choquées. Bon. Deuxième manière de dire les choses, c'est que la question des plaintes sans mal-être, alors avec beaucoup de guillemets là aussi, peut être envisagée parce que finalement, dire la plainte est inscrite dans une interaction dans le social, c'est la possibilité aussi d'envisager des stratégies rhétoriques, une mise en forme de l'énonciation par rapport à une situation précise, par rapport à des interlocuteurs. Et du coup, on peut envisager l'idée de plaintes qui soient euphémisées, qui soient atténuées ou qui soient insolites. Ça, j'y reviendrai dans les illustrations empiriques. Alors, ce que je peux dire au sujet des illustrations empiriques, c'est qu'il y a une limite à mon travail. Donc là, je vais vous parler justement de comment les plaintes s'expriment, mais la limite, c'est que je n'ai pas eu la possibilité d'enregistrer ni de filmer. Contrairement à voilà, ce que peuvent déployer d'autres chercheurs. J'ai le souvenir d'une séance avec Esther Gonzalez qui était très, très riche à ce titre-là, où elle avait combiné plusieurs dispositifs
où elle avait pu analyser tout cela. Bon, hélas, ce n'était pas possible dans le cas où j'étais, parce que je cheminais un peu en douce, je cheminais aussi en bricolant, sans être experte formée aux sciences du langage. Mais ça, alors, c'est des choses que j'ai beaucoup discuté avec Josiane Boutet, qui était dans le jury pour ce travail, avec qui j'ai gardé aussi des relations, et qui a écrit à plusieurs reprises, donc dernièrement dans le dossier Langue, culture et société en 2021 sur le langage au travail, que le carnet de bord et la prise de notes étaient recevables, étaient valables pour mener aussi une analyse de la parole au travail ou de la parole sur le travail. Donc en prenant les choses par ce point de vue-là, on se situe au confluent de l'intime et du social. La souffrance intime, la plainte, elle, étant inscrite dans le social, donc étant une parole adossée aux ressentis et aux émotions des interlocuteurs, mais aussi façonnée, inscrite dans des rapports sociaux. Et donc en organisation, dans des cultures professionnelles et des rapports de pouvoir. Donc, l'idée, c'est de faire avec vous un pas de côté avec comme objectif de considérer ce que le contexte fait aux pratiques langagières, donc à l'énonciation, à l'écoute, aussi à l'interprétation, au cadrage des paroles de plainte par les protagonistes. Et donc, considérer l'énonciation du mal-être plutôt que les causes. Donc, on a vu la question de l'écart. J'évoque à présent les liens labiles entre souffrance et plainte. Donc là, ce sont quelques éléments pour camper le décor issu d'une revue de littérature en anthropologie, en médecine aussi et en droit. La souffrance, l'expression de la souffrance suppose d'être en distance vis-à-vis de son expérience immédiate. Oui, ça c'est exploré à partir de la psychologie. Et puis, il y a des travaux en anthropologie qui sont assez éclairants sur les critères culturels et sociaux qui jouent sur la manière et les moments où la plainte va s'exprimer, donc le sentiment de douleur ou de souffrance. Par exemple, pour les personnes, les soldats qui reviennent blessés de la guerre, un exemple pour ceux qui reviennent du Vietnam avec un membre amputé, la sensation de douleur est intacte. Les personnels soignants peuvent le constater quand ils prodiguent des soins, ils font des piqûres, tout ça, le système neurologique n'est pas atteint. En revanche, toutes les douleurs liées aux membres amputés, aux choses relatives au combat et donc à la mission du soldat, elles vont être peu évoquées comme dans la relation de soins, parce que l'hypothèse, c'est que ça fait partie de l'héroïsme, donc on ne se plaint pas de ce qui fait la fierté de la mission à réaliser. Notre exemple, c'est au sujet des ouvriers dont le corps est un outil de travail qui peuvent être amoindris par des TMS, par tout ce qui relève de leur activité. Bien, les travaux montrent en termes de conditions de travail que cette population est peu encline à déclarer à la médecine du travail les maux dont elle souffre, parce que le corps est investi comme un outil et il serait ça saurait se présenter sous un mauvais jour que de présenter un corps-outil affaibli, en plus éventuellement risque de perdre son emploi, etc. Donc on voit à quel point la question de la classe sociale et aussi de la culture d'appartenance peut jouer sur des choses que, a priori, on pourrait considérer comme étant de l'ordre de l'objectif, du constat. Il y a des douleurs, il y a des blessures, etc. Bien non, la façon d'en parler est inscrite dans certaines normes culturelles et sociales. Donc, ce que j'ai envie de souligner, c'est que se plaindre, c'est engager l'image de soi en termes de voilà ce qui me heurte, ce que j'éprouve, ce à quoi je suis sensible. Je me donne à voir.
c'est aussi s'exposer au regard des autres en termes de jugement, parce que finalement, ce qui, moi, me paraît difficile ou ce que j'ai envie de critiquer, ce qui fait problème, eh bien, ce n'est pas forcément légitime pour mes interlocuteurs et du coup, cela prête le flanc au jugement de valeur, à la critique, voilà, une réception qui ne serait pas forcément sympathique de la part des interlocuteurs. Je voudrais aussi souligner la question du genre, là, que j'ai découverte dans des prolongements plus récents, notamment avec Régine Berco, qui a beaucoup travaillé sur le genre du mal-être au travail avec son équipe. Et là aussi, l'expression de ce qui va mal dans le travail est moins tolérée chez les femmes que chez les hommes. Les femmes ayant le stéréotype de géniardes, de personnes qui exagèrent, qui peuvent être... Alors que certaines émotions, elles, sont bien tolérées chez les hommes. Par exemple, quand les choses qui ne vont pas s'expriment par la colère. La colère des hommes, là aussi, il y a des articles récents à ce sujet en termes d'émotions au travail. La colère des hommes est beaucoup mieux tolérée que la colère des femmes, qui, elle, ne va pas avec les attentes de rôle genrés dans l'univers de travail. Et enfin, j'ai envie de souligner aussi que la manière de dire les choses, donc de cette orientation de la plainte, cette pratique langagière, dépend également des catégories sémantiques disponibles, avoir des termes pour nommer. Donc là, il y a pas mal de travaux sur la question du stress, du burn-out, des RPS, acronymes d'ailleurs, dont on oublie... on ne prend plus le temps d'expliciter, risques psychosociaux. Excusez-moi, j'ai un appel, ça ne devrait pas se passer comme ça. Hop là, ouais, je coupe. Donc là, je ne vais pas citer tout le monde, il y a énormément de collègues sur le stress, je pense à Marc Loriol, par exemple. Et puis, la manière de dire les choses peut aussi s'inscrire dans une lutte avec des stratégies rhétoriques. Je pense aux luttes entre DRH et syndicats. J'ai en mémoire un article de Sophie Bernard, Marc Glady et une troisième personne, le nom m'échappe, sur les tracts syndicaux qui mettent en avant l'idée d'organisation du travail, alors que la direction, elle valorise plutôt l'approche en termes de qualité de vie au travail ou de risques psychosociaux qui est individualisante, qui omet les aspects organisationnels. Donc, on voit bien aussi à travers les termes utilisés une non-neutralité et une inscription dans une certaine manière de lire les processus organisationnels et donc les rapports de force. Alors ça, c'est en termes assez généraux. Je vais maintenant passer aux aspects de méthode. Là, il y a vraiment des choses à discuter. Je l'assume avec vous, hein, c'est l'aboutissement d'un travail que je présente, mais qui est imparfait du fait de mon positionnement disciplinaire, que j'ai envie de prolonger, qui continue à cheminer. Donc, je suis là pour partager ça avec vous et considérer notamment la manière dont les observations sont réalisées, la manière dont elles sont classées et dont elles sont catégorisées. Donc, j'ai parlé de l'épreuve qui avait fait déclic initial dans la convention CIFRE pendant le doctorat, donc qui a permis de considérer autrement ce qu'était l'expérience vécue, la difficulté exprimée auprès de la hiérarchie, ce qui fait problème. Il y avait d'autres observations. Je vous disais tout à l'heure, l'énigme de la plainte, ce caractère très ordinaire dans les relations de travail. Il faut dire que la caisse est un univers de travail assez privilégié. Alors, je vais vite, hein, il y a une manière d'objectiver ça, mais là, pour le dire rapidement, pas de menaces sur l'emploi, des conditions de travail assez favorables en termes de moyens alloués, de délais pour la réalisation du travail, des rémunérations assez élevées. Donc, la prégnance de la plainte faisait énigme à ce titre. Et puis, quand un problème se posait, je vivais moi-même et je voyais des personnes qui étaient dans l'incapacité de sortir de l'impasse et de trouver des solutions.
Du coup, tout cela a fait considérer autrement le fait d'être prise dans le système, un peu comme Jeanne Fabre-Saada l'a été à son époque, ça m'a fait considérer autrement l'expérience des salariés et quelque part les raisons qu'ils pouvaient avoir de se plaindre ou les raisons de ne pas se plaindre. Et je suis allée chercher du côté des observations à généraliser, à étendre, donc collecter les paroles de plainte pour voir un peu dans quel contexte elles s'énonçaient et comment on pouvait, quel sens on pouvait leur accorder. Alors, ce que j'ai grâce au réseau Langage et Travail, ce que j'ai pu élaborer, c'est l'idée. Alors, en sociologie, pour moi, c'était nouveau, même si voilà, c'est très banal dans d'autres positionnements disciplinaires. Le sens des échanges et la signification de ce qui est dit sont construits en situation. Ça a été quelque chose d'assez fort en termes de fil. Et alors pour opérationnaliser cela en situation d'observation ethnographique, j'ai regardé la situation en elle-même avec des caractéristiques formelles ou informelles, c'est-à-dire dont le contenu est clair, explicite. Alors j'ai bien conscience que tout ça est assez caricatural, enfin, ou du moins un peu abstrait, ça ne tient pas forcément la route dans le réel, puisque le distinguer ce qui est de l'ordre du formel et de l'informel, comme on le voit par exemple la communication formelle ou la communication informelle, c'est une frontière un peu abstraite. Mais il fallait bien avancer, donc plutôt choisir un type de catégorie. Et également, est-ce que l'on est dans une configuration privée ou publique, c'est-à-dire configuration limitée, réunion, entretien interindividuel ou situation publique, le déjeuner, la machine à café, des scènes complètement ouvertes. Les indicateurs, à la fois verbaux et non verbaux de ce qui est dit, donc le contenu littéral de l'échange, la plainte, c'est un motif de mal-être qui est exprimé à l'attention d'un auditoire, donc ce qui est dit sur le plan littéral, mais aussi la manière dont c'est dit du point de vue vocal, du point de vue aussi de la gestuelle, de la disposition dans l'espace. Je détaillerai un petit peu encore par la suite. Et puis, la situation, c'est également un travail d'interprétation, un travail de cadrage réalisé par l'auditoire. Donc, pour vous dire quelques mots sur la démarche globale, donc ça a été 3 années d'observation directe en tant que salarié où là, l'outil était celui du carnet de bord et aussi des entretiens semi-directifs de type compréhensif, que j'ai sollicité en tant qu'entretien de recherche, alors non pas sur justement ce qui pourrait susciter de la plainte, parce que ça serait complètement induire les choses que de lancer les entretiens là-dessus, mais plutôt sur l'expérience du travail, l'expérience de l'activité à la caisse, le vécu, qu'est-ce qui fait tenir, est-ce qu'il y a eu des épreuves, qu'est-ce qui fait tenir donc, des questions autour du rapport au travail des identités professionnelles. Donc, ça, c'était les entretiens de recherche. Il y avait aussi des compléments assez éclairants à partir des entretiens réalisés dans ma mission pour la DRH. Environ 70 entretiens où là, j'ai été missionnée, non autonome sur les sujets, sur la thématique de l'enquête, mais quand même assez à peu près libre pour aborder les entretiens et poser les questions que je voulais. Et puis, ce qui était intéressant dans une optique ethnographique, c'était aussi de pouvoir considérer comment j'étais reçue, c'est-à-dire les attentes de rôle à mon égard lorsque je me présentais comme agent de la DRH, donc une cadre, membre de l'encadrement, là je vous dis un peu tous les attributs possibles, donc j'étais vue comme jeune, j'étais vue comme non statutaire, donc plutôt précaire, en CDD, bon, dans cette entreprise où il y a la sécurité de l'emploi, c'était quelque chose qui pouvait paraître être un statut très dur, donc voilà, je notais aussi dans mes démarches
des choses relatives à la manière dont j'étais accueillie et ce qu'on me renvoyait en termes d'identité attribuée. Pour démêler cette énigme de la plainte, donc démêler les fils de la plainte, l'idée est que la situation d'énonciation fait partie de l'énoncé. Donc la signification de ce qui est dit, la signification des pratiques langagières se reconstruit obligatoirement à partir du contexte, de la situation. J'ai retenu pour catégoriser et arriver à faire le tri divers indicateurs, donc la scène et ses protagonistes, avec un plaignant, un auditoire, un plaignant qui exprime un mal-être à l'attention d'un auditoire dans un objectif de réparation ou de recherche de solution. Quel était le contenu littéral des échanges? Quel était le motif de mal-être? Quel était aussi le ton? Alors là, ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficiles à capter quand on n'a que le carnet de bord, mais quand même qui étaient perceptibles en situation, sur lesquelles j'ai pris beaucoup de notes. Donc la prosodie, le volume de la voix, le débit, les silences, les trémolos. Donc autant d'indications que j'essayais de garder dans mes relevés, et puis les indices non verbaux en termes spatiaux, là plutôt la gestuelle, les attitudes des personnes, des placements physiques, tout ce qu'il donnait à voir de perceptible en termes d'émotions, des tremblements par exemple. Donc tout cela donnait une couleur par rapport à l'idée, l'énigme qui était omniprésente. Qu'est-ce que la plainte signifie et est-elle toujours un signe de mal-être? Donc finalement, pour travailler sur les diverses significations des pratiques langagières, j'étais amenée à décomposer un phénomène de plainte à partir de divers indicateurs et à construire une typologie. C'est quelque chose qui s'est fait de manière ad hoc, à partir, par récurrence, en recoupant toutes ces observations, toute cette collecte, et en cherchant comment catégoriser, voilà la chose qui m'est apparue. En termes de signification de paroles de plainte au travail. Alors, là, je le dis à nouveau, hein, c'est une abstraction. Toute typologie est une abstraction, un idéal typique. La réalité est forcément beaucoup plus nuancée. Et puis, deuxième limite, c'est qu'il y a également un étiquetage derrière cela. C'est-à-dire que c'est moi, en tant qu'observatrice extérieure, qui qualifie. Alors, qui qualifie quoi? Ce qui est indiqué là, en termes de premier axe. Le mal-être est-il signifié dans l'énonciation ou plutôt pas, hein, plutôt autre chose. Donc, à partir des indicateurs que je relevais tout à l'heure, ce que l'on sent de la personne, voilà, de ce qui, ce degré de sensibilité, d'émotion, de vécu dramatique, est-il signifié ou plutôt euphémisé? Donc là, on est sur des choses relatives à la manière dont c'est dit. Et puis, qu'est-ce qui est dit? Donc, c'est la situation, c'est les protagonistes, c'est un contexte global, c'est l'ouverture plus ou moins dans l'espace, permet aussi de raisonner sur l'objectif qui est poursuivi par le plaignant. Est-ce un objectif d'aide, de demande d'aide ou de réparation, ou est-ce pas d'objectif? C'est une des figures qui m'a paru pertinente. Alors, je vous donne les dimensions, ce qui ressort, les cas de figure qui ressortent de cette abstraction. La plainte de mal-être, c'est le cas où le vécu douloureux de la personne est donné à voir. Alors là, c'est vraiment donné à voir, hein, parce qu'on est dans un milieu où organisation régalienne très bureaucratique, un carcan hiérarchique. On est dans un milieu où l'expérience douloureuse peut être aussi tue volontairement dans la mesure où les normes de comportement... bon, non, ça c'est un résultat, je vous dirai tout à l'heure. Donc, cette plainte de mal-être est-elle donnée à voir dans un objectif de réparation? Il y a un autre cas de figure où
où on sent que le plaignant qui s'exprime n'est pas véritablement porté par quelque chose de douloureux, mais qu'il y a quand même un objectif. C'est ce que j'ai appelé la plainte stratégique, que j'ai trouvé dans des propos de personnes qui se plaignent des autres, qui se plaignent du service d'à côté, du fait que si elles n'ont pas atteint leurs objectifs, c'est parce qu'il y a eu telle ou telle inertie. Donc, se plaindre du contexte de ce qui relève du contexte de l'activité peut être aussi une manière de se positionner dans les jeux de pouvoir. Donc, il y a bien une finalité poursuivie, mais pas véritablement en lien avec un mal-être qui, lui, n'est pas donné à voir. Et enfin, une troisième figure qui est celle alors là, de forme langagière qui était un peu anodine, ludique, qui pouvait faire aussi l'objet de plaisanteries, de rires partagés, quand il y a un contenu littéral de plainte avec un motif de plainte exprimé, mais qu'il n'y a pas du tout, pour l'observatrice en tout cas, d'impression que le mal-être est signifié. Et puis aussi une forme de gratuité, alors ce qui m'a paru être une forme de lien social finalement, ça je l'ai trouvé chez un auteur qui s'appelle John Weeks, où se plaindre c'est un peu comme parler de la pluie et du beau temps. Donc là une figure où le mal-être n'est pas signifié, mais il n'y a pas non plus d'objectif poursuivi, et la plainte rituelle est un échange sociable. Une quatrième figure qui n'est pas objectivable, en tout cas pas dans la démarche telle que je l'ai déployée, c'est celle du désespoir, où le mal-être est poussé à tel point qu'il n'est pas communiqué, il est incommunicable. Donc un cas que l'on peut envisager, une figure que l'on peut envisager sans pouvoir véritablement le montrer en illustration empirique. Alors, cette classée, catégorisée, voilà, à partir de ces axes-là, mais aussi dans quel but? C'est là peut-être que la sociologie en revient, c'est-à-dire ce travail de catégorisation était mis au service de la mise au jour des normes sociales, normes de comportement dans cette organisation, les pratiques langagières étant le reflet de ce qui est attendu de culture professionnelle, de rôle formel aussi à jouer. Donc, je me suis servie de ces indices langagiers, mais qui correspondent aussi à de l'éprouvé, pour décrire finalement ce qu'était cet univers organisé, et décrire le social dans cet univers organisé. Avec, alors en termes de résultats, j'ai pu montrer que dans cet univers très hiérarchisé, cette organisation très hiérarchisée, eh bien, signifier son mal-être était plutôt mal vu, parce qu'il était attendu des agents qu'ils s'en tiennent aux prescriptions de la hiérarchie et qu'ils prennent peu d'initiatives volontairement. Donc finalement, se plaindre, porter une critique qui suggère par exemple qu'on serait plus efficace à faire autrement, c'est lu par la hiérarchie et aussi par les collègues comme le signe d'une participation excessive, comme le signe d'une implication intempestive qui dérange. Donc, j'ai pu montrer que s'intégrer dans cette organisation, c'est aussi apprendre à se plaindre de la bonne manière quand il y a de l'éprouvé, du mal-être. Encore faut-il être capable d'acquérir une compétence pour trouver le bon contexte dans lequel se plaindre, à qui le dire, à quel moment, en quelle situation. C'est finalement une forme de compétence communicationnelle à développer. Peut-être aussi parler de la loyauté, de la conformité à l'ordre dominant, qui sont très présents dans cette organisation aussi. Donc, apprendre à ne pas se plaindre et les plaintes... non, pardon, ça j'en parlerai tout à l'heure. Alors, pour finir sur les résultats, je voudrais mettre en perspective une question j'ai dit qu'il y avait plusieurs figures de plainte. Donc aussi, j'ai envie de souligner une sorte de régulation et de jeu autour des différentes figures de plainte, donc autour de diverses significations en termes de pratiques langagières.
j'ai pu montrer que les plaintes de mal-être étaient plutôt disqualifiées, dans le sens où, comme je le disais, elles sont le signe d'une participation excessive. Elles sont aussi disqualifiantes pour les énonciateurs, c'est-à-dire se plaindre, c'est se montrer comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un aussi de génial, qui n'a pas bien compris finalement les règles du jeu dans cette organisation, dans cette culture organisationnelle-là. C'était aussi montrer qu'on n'avait pas réussi à supporter la mise à l'épreuve, en particulier pour les cadres. C'était quelque chose d'assez perceptible. Il a attendu d'un cadre qu'il fasse carrière, qu'il montre sa capacité à ne pas se plaindre. Les plaintes stratégiques, elles étaient mobilisées dans les jeux de pouvoir. Les plaintes sociables, plaintes rituelles, sont le signe de l'intégration à cette culture dominante où finalement, alors c'est là que le lien avec les normes de comportement est assez perceptible. Dans cette organisation bureaucratique au sens classique du terme, comme a pu le montrer Michel Crozier dans les années 60, donc le phénomène bureaucratique, il y a aussi un phénomène culturel où il y a beaucoup d'évitement relationnel, où on se fie surtout aux procédures, aux prescrits, aux écrits. Le côté interpersonnel intervient un peu volontairement pour maintenir l'impersonnalité bureaucratique. Donc, en termes de normes de comportement, c'est plutôt la norme de la participation modérée, de la participation sans engagement qui est valorisée, ce que Crozier appelle aussi la norme de la participation en demi-teinte. Et puis, en regardant de près les matériaux empiriques, il m'est apparu que manier la plainte stratégique ou manier la plainte rituelle, c'était une façon de se positionner dans les interactions comme étant quelqu'un de concerné. Voilà, j'évoque les problèmes, je montre que c'est quand même embêtant, on pourrait faire mieux, j'aimerais trouver des solutions. Donc, je me sens concernée, je montre que je suis impliquée. En même temps, il y a cette culture commune bureaucratique qui est partagée et qui fait que personne n'est dupe sur la volonté réelle de changement, à la fois celui qui parle et puis ses interlocuteurs, personne n'est dupe sur le fait que l'ordre dominant ne sera pas bouleversé et que finalement personne ne va véritablement chercher à tout changer en termes de mode de fonctionnement. Donc, finalement, les pratiques langagières de plainte peuvent aussi signifier l'appartenance, la loyauté vis-à-vis de l'ordre dominant, que la lutte, malgré des atours critiques, donc des atours de lutte. Donc, il peut y avoir un faux semblant, si on regarde ça un peu rapidement, hein, des salariés qui seraient tous en mal-être, tous en lutte ou presque, eh bien, non, il y a aussi une possibilité de voir les choses autrement, où c'est la loyauté qui s'exprime à travers la critique. Puis pour le dire autrement, donc, il y a un phénomène de socialisation des émotions et par les émotions qui est perceptible à travers le maniement des paroles de plainte à bon escient, c'est-à-dire dans la bonne situation au bon moment. Voilà pour les résultats, je vois que le temps passe, donc juste quelques points d'ouverture. Je voudrais souligner la question de la socialisation au travail, du lien entre socialisation au travail et pratique langagière. Donc, moi, ce qui m'importe pour ces travaux-là, mais aussi plus globalement dans ma perspective de recherche, dans ma trajectoire de recherche, c'est de saisir les processus normatifs étant à l'œuvre dans les organisations à partir de ce qui est énoncé. Donc là, je parle de l'énonciation des plaintes, mais voilà, ça pourrait peut-être être élargi. L'énonciation, l'écoute, les effets aussi des plaintes, ça, j'en ai peu parlé, mais c'est moins central pour aujourd'hui. Je voudrais souligner aussi, alors là, je m'adresse surtout aux collègues en sociologie et peut-être aux collègues en santé au travail. Attention à ne pas oublier ce que le contexte fait aux pratiques langagières. La parole au travail est normalisée. Hein,
voilà, le contexte joue sur ce que l'on dit, la manière dont on le dit, et du coup, aller trop vite aux conclusions, ne pas prendre ce temps de suspension, justement, en écoutant au premier degré ce qui est dit, en prenant le temps aussi, ça je l'ai peu souligné, mais je trouve que c'est important, en restant avec les personnes, en étant intégré ou en faisant de l'observation directe, voir ce qui se joue, voir des propos qui sont récurrents chez les mêmes acteurs, comment les situations évoluent, comment les choses se résolvent. Donc ça suppose du temps et ça permet aussi d'observer des phénomènes d'acculturation et de normalisation des comportements, avec aussi une normalisation des pratiques langagières. L'interprétation, un autre point des paroles de plainte, eh bien, la signification est variable. Là aussi, pour le débat en santé au travail, je crois que c'est important. On doit être capable de tenir compte des indicateurs de l'énonciation. L'écoute véritable suppose cela. Et puis, on peut aussi souligner les faux-semblants existants. Donc, je le disais au sujet de la plainte qui est un signe d'appartenance alors qu'elle se présente comme une critique. Ça peut être aussi des jeux de disqualification, rabattre des plaintes de mal-être sur des plaintes rituelles. Ça, on peut l'entendre chez des personnes qui disent « Ah oui, mais ici, les gens sont trop gâtés, ils ont oublié, ils ne voient pas tous les bénéfices, tous les avantages dont ils bénéficient. » Finalement, il peut y avoir, du point de vue managérial, dans les dynamiques managériales aussi, des rhétoriques qui disqualifient les plaintes de mal-être des salariés en les rabattant sur des plaintes autres, soit stratégiques, soit prises dans les jeux de pouvoir, soit finalement assez anodines. Je pense qu'on pourrait parler encore de tous les discours sur sortir de sa zone de confort. Donc, ça concerne aussi les acteurs dirigeants, cette question-là. Et puis, tout dernier point, attention à l'inversion vis-à-vis de la signification de ce qui est exprimé, attention aux malentendus, attention aussi à tout ce qui entrave l'identification des signaux d'alerte, parce que finalement, ce qui fait mal, ce qui ne va pas, le mal-être n'est pas forcément si facile que cela à identifier, étant donné cette mise en danger de la personne lorsqu'elle exprime ce qui la heurte, ce qui l'affecte. Et les acteurs sociaux en ont conscience de ça. Ils ne vont pas s'afficher dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Donc, c'est un enjeu aussi pour les analystes du travail. Je vous remercie de votre écoute. Merci vraiment beaucoup, Olivia, pour cet exposé vraiment clair et passionnant. Donc, je vais couper cet enregistrement pour aujourd'hui et laisser place